À partir d'abord des processions bouddhiques avec de grands masques, inspirés beaucoup à la tradition à l'époque, à l'iconographie chinoise et coréenne. Et puis sont intervenues aussi les danses de cour, le bugaku qui est arrivé principalement par la Corée, mais en général on distingue le rameau coréen et le rameau chinois. Il y a le rameau de gauche et le rameau de droite. Et toutes ces traditions venues du continent, ainsi que les acrobaties, les cirques, ont informé le No, et il est assez difficile d'imaginer ce que le No pouvait être à l'époque de son fondateur, disons de celui qui, non pas qui l'a fondé, mais qui en a fait une forme de théâtre plus complète, plus raffinée et plus détachée de toutes les sources à la fois étrangères et propres au Japon, comme l'étaient les rituels ou les danses exécutées au moment de la plantation du riz pour accélérer le travail. On dressait des scènes au milieu des champs avec des tambours et des danses. Et une des origines des battements de pieds dans le No sont aussi probablement de cette origine paysanne, mais pas seulement. Mais arrivé à l'époque de Zeami, c'est-à-dire vers la fin du XIVe siècle, Zeami, donc ce fondateur, il existait à l'époque une tradition qui s'appelait le Dengaku, donc les danses des champs, les danses des champs de riz, qui étaient à l'époque plus raffinées, beaucoup plus raffinées que le No. Le No était appelé à l'époque Sarugaku no, ce qui veut dire le No des danses, c'est écrit avec le caractère singe. Donc le no des danses de singe, demain quand vous commencerez à pratiquer, vous serez convaincu que cette appellation convient aux premiers essais de mouvement. Donc il y a là sans doute une trace de tous les contenus de jeux de cirque qui ont pu nourrir le No à ses débuts, mais le mot saru, il y a beaucoup d'homonymes en japonais, ce qui est très bien. Le mot saru, c'est aussi un mot qui s'écrit pour parler avec une entité supérieure, parler aux dieux. Donc c'est aussi les réjouissances ou les danses ou le théâtre qui parlent aux dieux. Nous avons vu hier avec les légendes des origines du No, les mythes, que à ses débuts, le No, comme par ailleurs dans le théâtre grec, le No était une forme de théâtre ou de rite pour créer des relations avec les entités supérieures que nous appelons Dieu par commodité. Donc appeler ces forces invisibles et imprévisibles qu'il vaut mieux avoir de son côté, qu'il vaut mieux amadouer. Et donc appeler ces formes invisibles à se présenter sur la scène, dans ce cas du No, mais ça existe dans beaucoup il existe la même structure dans beaucoup par exemple, de fêtes saisonnières,
de rituels dans les villages. Donc attirer cette présence, agir avec elle et la renvoyer dans son domaine. Voilà, avec un sens renouvelé de ce qu'est le lieu dans lequel cela s'est produit. Et donc cette structure continue à informer pratiquement beaucoup de textes de nos. Donc nous allons peut-être, voilà, je vais repasser brièvement. Donc le professeur Arnaud s'occupe de son mail. Un petit mot à propos de tu dis danse de singe, mais une des étymologies possibles de joug qui désigne les ritualistes confucéens, et donc quelque chose a priori d'extrêmement collé-monté, s'écrivait aussi avec la clé du singe, et c'était aussi cette idée de quelque chose, d'une gesticulation faible. Oui, mais certainement, oui, c'est lié à une gestualité expressive, mais... Pas nécessairement hyper valorisée comme elle va le dire. Oui. Oui, c'est probablement, c'est probablement assez juste. Alors, présentation. Où est-ce que je le vois là? Excusez-moi, je suis un petit peu, ce matin, là, je suis un petit peu, pour arriver à là. Excuse-moi, bon, je te laisse faire, là. Je vois plus où est... Oui, moi non plus. Attends, Mais on est dans quoi là? Open Office? Oui, mais c'est comme PowerPoint. Hein. Okay. Alors, attends. Non, En plus, c'est en italien. Oui, bon, alors, c'était... voilà, normal. Bon, ça, je... Voilà. Et puis, tu as vu quelque chose d'autre? Oui, en fait... Mince. Non, attends, s'il faut que ce soit ça d'abord. Voilà. Et puis, il y a présentation. Pourquoi je ne le vois pas, là? Oui, c'est pour ça, voilà. Là. Et ordiner diapositive, non? Non, présentation. Voilà. C'était devant mes yeux et je ne voyais rien. Bon, donc, vous voyez là... comment se présente une scène de Nau. C'est en fait un volume avec quatre colonnes. Donc si je ferai une démonstration, peut-être que je prendrai cette colonne-là, mais elle est un peu loin. Cette colonne-là, puisque aujourd'hui nous passons à la partie un peu plus technique, donc vous voyez la structure de ce théâtre de Nau. Qui était, en fait, vous voyez, il est très bien illuminé par des néons à l'intérieur. Bon, il n'y a pas d'effet de lumière dans le Nau, c'est lumière fixe, et quand ils se mettent à faire des jeux de lumière, c'est vraiment très trèche. Et là, il y a une sorte d'enceinte autour de la scène. À l'intérieur, il y a une sorte de bande de gravier blanc qu'on retrouve dans les temples et qui sert d'une certaine manière à délimiter un espace particulier et sacré. Le public s'installe toujours devant une scène complètement vide. Lorsqu'il y a une représentation, on dispose des petits coussins où les hommes peuvent s'asseoir en tailleur, les femmes non, évidemment, au maximum sur le côté. Et il y a des petits box aussi, et même des petites loges derrière. Le pain que vous voyez représenté est aussi une trace des origines du Nau, des origines rituelles ou l'interaction avec ces dieux, ou bien avec
aussi les morts du village, ceux qu'on connaissait, pas des ancêtres, mais les morts, deviennent en quelque sorte aussi des dieux dans la montagne. Et donc c'est aussi un rappel du fait que ces rituels ou ces premières esquisses théâtrales se déroulaient très souvent à la limite entre le village et la forêt. Quelquefois, le temple Shinto en particulier, même s'il n'y avait pas tellement de différence de séparation avec le bouddhisme à cette époque-là, les temples Shinto tendaient à être près donc de la forêt, de la montagne en général. La rizière, c'était l'endroit cultivé, la montagne, c'est l'endroit du sauvage, du sacré, dans lequel on ne va pratiquement jamais. Et il représente aussi, l'on dit, l'arbre planté dans le temple de Kasuga à Nara, sur lequel descend comme une sorte de paratonnerre ces arbres où les grosses pierres sont des sortes de pôles d'attraction pour attirer les dieux. Et encore aujourd'hui, enfin tous les ans à une certaine époque, il y a des représentations de No au temple de Kasuga. Eh bien, le No, la scène fait face au sanctuaire et le public n'a pas d'autre choix que de se disposer derrière la scène et sur les côtés. Devant, il n'y a pas de place. C'est donc fait en premier comme représentation pour les dieux. Voilà. Maintenant encore, quand l'acteur Shité entre sur le parc, il y a un léger mouvement qui est comme de salut, de reconnaissance à ce pain que l'on appelle Yogo no Matsu. Vous voyez donc en plus de ce rappel d'une naissance du No à ciel ouvert, disons, en plein air, voilà. En outre, en plus du gravier, vous voyez disposer 3 petits pins. Là, ils sont bien maigrelés, mais ce sont des petits pins en pot. Et ils devraient être de taille légèrement diminuante pour prolonger l'effet de perspective. Entre l'espace de la scène et le rideau que vous voyez là baissé, vous voyez une sorte de passerelle, de pont, qui est en fait, on ne le devine pas là, mais il n'est généralement pas à angle droit, il est à angle obtus pour exalter l'effet de perspective, de même que la diminution de la taille des petits pins. Il y a aussi un toit, donc en effet il s'agit d'un volume plutôt que d'une scène, d'un plateau auquel nous sommes habitués et auquel les théâtres japonais plus récents que le No nous ont habitués. Cela parce que les premiers théâtres de No ont été construits dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Sinon, cela se déroulait dans les cours de temples. Il y a des temples qui ont des scènes de No très très anciennes, qui sont des trésors nationaux. J'ai montré une autre photo hier. Je ne repasserai pas la photo de cette colline avec des gens assis devant une scène. Cette photo en noir et blanc, c'est une scène de No qui a
beaucoup souffert récemment après la catastrophe, le tsunami de Fukushima, mais elle est encore là. Et vous voyez donc cette passerelle qui est fermée par un rideau. C'est un rideau assez léger de 5 couleurs, qui sont des couleurs symboliques, qui rappellent un peu celles des rideaux de Kathakali. Donc il y a des origines probablement communes. Et cette passerelle, on dit souvent qu'elle fait partie aussi de la scène, elle est utilisée de même que le plateau pour des mouvements d'aller et venue si c'est besoin. Mais on la considère aussi comme le pont de passage entre l'autre monde et ce monde-ci. Donc l'autre monde, c'est beaucoup de choses. C'est le monde invisible, on dirait. Le monde invisible, c'est aussi le monde des morts. Et derrière le rideau, alors maintenant nous allons un petit peu continuer. Bon, ça c'était la scène, ça c'était le nom en plein air, on s'en fiche. Voilà. Bon, je crois que je vais passer à autre chose là. Derrière la scène de No se trouve le Kagami no Ma, c'est-à-dire la salle du miroir. Alors hier, j'avais évoqué la légende de la déesse du sol qui, en colère, va se cacher dans une caverne et elle est rappelée au jour à se manifester de nouveau parce qu'elle entend des danses et elle entend des sons, des battements de pieds et elle entend tous les dieux rire et donc l'explication c'est comment moi je me suis enfermée, j'ai plongé le cosmos dans le chaos, dans l'obscurité. Et ils sont là à rigoler, donc elle ouvre légèrement, elle pousse la pierre qu'elle avait mise pour fermer la caverne, mais des dieux l'attendent avec un grand miroir, éblouie par sa lumière, elle se laisse tirer dehors par deux dieux très forts, et on tend derrière elle une corde sacrée en lui disant maintenant c'est fini, tu ne peux plus retourner. Et donc il y a cet appel et bon la salle du miroir c'est un peu ça aussi parce que dans le No ah merde. Je l'ai peut-être, il s'est peut-être éteint, j'ai peut-être plus de... Je vais mettre la prise. Dans la salle du miroir, l'acteur principal, après avoir été habillé par plusieurs personnes, parce que les costumes sont quand même, il faut au moins 3 personnes pour habiller quelqu'un, et nous retournerons là-dessus. Excusez-moi. L'acteur est amené devant un miroir dans cette antichambre, dans ces coulisses tout près de la passerelle, tout près de la scène. Et c'est également l'endroit où les musiciens, avant d'entrer en scène, s'accordent, on pourrait dire, font résonner des sons qui sont un petit peu rituels aussi, et qui s'appellent shirabe, c'est-à-dire vérification. Et avant d'entrer en scène, un peu comme on entend le premier violon qui fait accorder tous les instruments avant un concert. Et ensuite, le shité, l'acteur principal, est assis, on le fait asseoir sur un tabouret, très peu de personnes restent autour. On lui présente le masque qu'il salue
qu'il pose sur son visage, parce que les masques de No sont plus petits que le visage, et il faut dire qu'il ne parle pratiquement plus. À partir du moment où on commence à l'habiller, il ne répond que par oui ou par non. Il n'y a plus de conversation quotidienne entre lui et les autres. Les autres autour, oui, ils peuvent continuer, dans une certaine mesure, mais il n'y a absolument plus de quotidianité. Et là, donc, on lui dit Oatari, ce qui voudrait dire la position est juste, pour la position des cordes que l'on va nouer. Oui. Je ferme. Et on répond oui, et on fait le nœud. Et ensuite, il est laissé pendant un moment qui peut être variable selon le temps qu'il reste, selon les horaires, ou à contempler son image, à contempler le masque, à entrer dans le masque, on dit, devant le miroir. Et à un certain moment, on éteint. C'est donc le noir complet. Le no a déjà commencé. En général, le shite n'est jamais le premier qui entre. C'est l'acteur secondaire dont je vous ai parlé hier, le waki, qui est toujours une personne vivante, souvent un voyageur, souvent un moine bouddhiste. Et on le laisse un moment, et puis quand vient l'introduction instrumentale, quand arrive l'introduction instrumentale, s'il y en a une, parce que ce n'est pas toujours le cas, qui l'appelle, on le conduit par la main au centre du début de la scène. Alors je passe... Voilà, ça va, c'est pas encore l'urgence, là, merci. Et il doit connaître certaines références qui sont des références des figures musicales des tambours. Vous avez entendu hier dans une des démonstrations que j'ai fait, vous avez entendu les cris des tambours peut-être derrière, et donc quand il entend un certain cri, alors il doit dire rideau, omak. Et deux coquins, donc assistants de scène, font partir le rideau vers... je vais vous montrer tout ça. Ça c'est en arrière, et il commence. Voilà. Alors, ici, présentation. Pardon. Voilà. Ici, vous voyez l'habillement du shite dans une une loge. Il est drapé, ce que vous voyez en blanc dessous, ce sont des couches qui agrandissent. Ah pardon, dites-le moi, hein, poussez-moi. Ce sont des couches molletonnées qui amplifient sa silhouette, et on peut en mettre beaucoup. Il y a aussi une espèce on l'appelle le coussin ventral, un coussin parce que en fait on transpire énormément pendant un no, même si on bouge très peu, on transpire énormément. Et ensuite, on drape plusieurs couches, et chaque fois, il y a un mouvement qui sert en même temps à
à bien ordonner, disons, les couches de colle ou de vêtements, mais c'est aussi comme une espèce d'enveloppement, on devient vraiment une espèce de cocon, on est empaqueté par trois acteurs. Il y en a un qui tient avec son pied pour bien fixer la longueur du costume, et on est comme ça empaqueté et en silence et avec des nœuds. Et donc ensuite, alors allons-y. Donc nous voyons ici un peu mieux un masque et un costume karaori, donc qui correspond au nom de femme. Ici, vous voyez que évidemment les costumes ne sont absolument pas à la taille d'un certain acteur. C'est donc la façon de draper qui en fait une sorte de sculpture vivante. Autrefois, à l'époque Meiji et peut-être donc au plus ou moins fin 18e et 19e siècle, fin période Edo et Meiji, il y avait des habilleurs professionnels. Mais maintenant, comme je vous ai expliqué hier, ce sont les acteurs, ce sont les écoles d'acteurs principaux qui habillent leurs pairs. Parce que les acteurs principaux peuvent être à tour de rôle chités, assistants en scène, coquins, qui veut dire regarder de derrière, comme nous en avons parlé hier après-midi aussi avec l'intervention du responsable du Théâtre du Soleil. Ils remplissent aussi la fonction du chœur. Ils s'occupent de maintenir en forme, de traiter ou de monter les éléments de scénographie ou bien les petits accessoires. Ils s'occupent aussi des costumes et ils doivent apprendre à repriser et à maintenir et à coudre aussi. Là, vous voyez donc, on a donné une forme d'origami au col qui agrandit la silhouette et on doit fixer avec des points à certains endroits. Il y a même des aiguilles spéciales que maintenant on tend ne plus utiliser parce qu'en fait elles créent des dommages au tissu qui est extrêmement précieux. On tord le fil pour ça au moment même, et puis il y a divers points de couture. Il y en a ici, il y en a sur le côté, parce qu'évidemment c'est aussi légèrement asymétrique pour créer du mouvement. Là vous voyez donc la salutation au masque. Il s'agit du chef d'école de mon école de No. Et donc là, on ne voit pas le miroir. Et ce No-là est important. En fait, le masque qu'il salue est un masque qui était à l'origine spécifique de l'école Kongo, de notre école, Magojiro. Et le costume m'indique très clairement qu'il s'agit du no dojoji, qui est un no absolument acrobatique, où l'acteur risque sa vie, que souvent il ne fait qu'une fois, beaucoup d'acteurs ne font qu'une fois dans leur vie. Voilà, vous voyez une autre photo ici. L'acteur donc maintient... on essaie de ne pas toucher les masques, certains sont très précieux, ont plusieurs centaines d'années, donc on le tient par les cordons, si possible. Et vous voyez que quelqu'un tient le ruban qui ceint la perruque. Et là, vous voyez, ça c'est le Théâtre National du No, donc il
il y a un miroir à 3 faces, ce qui est bon, absolument inutile pour le chité. Enfin, on se demande ce que c'est. Bon, ça ressemble à un salon d'essayage, mais le chité ne voit que devant lui. Donc, et certainement, il ne va pas se mettre à tourner la tête pour regarder s'il est bien habillé, etc. C'est absolument impensable. Ici, vous avez donc toujours dans la salle, toujours la salle du miroir, les musiciens qui accordent leurs instruments, les font résonner. Alors, il y a 3 tambours, vous voyez 3 tambours. Ces 2-là sont toujours présents. Le tambour à baguette, en fait, est présent dans certains nœuds et pas dans d'autres. Vous voyez ici le tambour de hanche qui est battu horizontalement et qui a un son très sec. On réchauffe les peaux avant le nœud avec un petit réchaud. Avant, c'était avec du charbon de bois. Autrefois, la peau, on l'a jetée à la fin du nœud. Il fallait maintenant, on essaie de faire durer un peu plus tout de même, parce que ça devient difficile. Et donc, c'est un son très sec, très percutant. Le tambour de hanche, vous voyez qu'il tend l'oreille. Le tambour d'épaule, pardon, vous voyez qu'il tend l'oreille. Et donc, c'est tout à fait le contraire. Les peaux, plus elles sont vieilles, mieux c'est. Et donc, elles coûtent très très cher. Elles sont aussi extrêmement fragiles. Et elles doivent être humidifiées. Donc, souvent, on met des petits morceaux de papier sur la peau qui est de derrière, et elle est humidifiée avec de l'eau. Mais durant le nœud, si c'est un nœud qui demande beaucoup de choses ou si l'air est très sec, soit le musicien s'il est seul, soit son assistant s'il en a un derrière, mouille la peau avec sa salive pour alimenter le son. Donc un sec réchauffé, un humide avec l'eau. Et celui-ci qui n'intervient que dans la dernière partie du nœud. Et puis il y a évidemment la flûte qui est l'élément toujours d'introduction de beaucoup de choses. Nous voyons ici donc une disposition en scène. Il s'agit là clairement d'un nœud un peu particulier parce que les acteurs sont habillés de manière plus formelle que d'habitude. Normalement, ils sont vêtus comme ça, c'est-à-dire comme moi. Mais là, avec ce kami-shimo qui veut dire bas et haut, haut et bas, excusez-moi, kami c'est le haut, shimo c'est le bas. Donc cela veut dire que c'est une représentation spéciale, ça sera une célébration, un nœud particulièrement difficile ou pour je ne sais. Donc les musiciens sont entrés, mais ils ne sont pas encore installés complètement parce que ils auront ensuite les 2 tambours sont entrés avec un petit tabouret pliant et ils déplieront leur tabouret et ils s'assiéront sur le tabouret, donc légèrement en hauteur, alors que le flûtiste reste ainsi. Et là, nous voyons le chœur qui est toujours sur le côté. Je vous ai expliqué donc le chœur fait partie des acteurs chités. Ceux qui sont là derrière, j'imagine que ce sont des assistants des musiciens qui seront derrière, qui sont très discrets derrière.
Là, le chœur, alors la première rangée, c'est les moins bons. Et le petit nouveau est là, sur le côté, plus au fond. Les vétérans, disons, il y a le chef de chœur et le sous-chef de chœur, sont derrière et se disposent au centre. Et donc ce sont eux qui doivent être très entraîneurs et très attentifs à bien suivre le rythme, à bien réagir aux instances des instruments. Ici, nous voyons donc le moment juste après le soulèvement du rideau vers l'intérieur de la salle du miroir, et donc le chité qui commence à s'avancer sur la scène. Le chité s'avance au centre. Les autres évitent de marcher au centre. Donc le waki est sur un côté, les musiciens sont sur l'autre. On ne marche pas là où passe la trace du chité, il faut croire. Vous voyez ici, bon ça c'est une photo en pose, de manière très claire, c'est pas vraiment pris dans un eau. Ici, bon, ça vous intéresse beaucoup moins. Alors maintenant, là, vous voyez donc un théâtre moderne. En fait, il s'agit du Théâtre national du Nau. Et c'était pour faire noter que la scène n'est pas seulement frontale. Il y a la face frontale proprement dite, et il y a aussi, disons, la face de l'acteur waki, l'acteur secondaire dont je vous parlais. Et toute cette partie de public est également tout à fait importante. Et pour quelqu'un qui pratique le no, c'est pratiquement, enfin, plus intéressant d'être sur ce côté-là par rapport à la partie frontale. Enfin, pour moi, c'est plus intéressant. Oui, voilà. Alors là, nous avons donc la disposition sur la scène. Vous reconnaissez ce que nous avons vu peu avant. D'abord, au fond de la scène, juste contre un tout petit bout de mur et contre la paroi, deux coquins, deux assistants en scène qui sont eux aussi des acteurs chités. Arrivera bientôt un troisième qui sera le chef et qui sera assis légèrement en avant. Les assistants en scène sont là pour nous rappeler chaque fois qu'on ne cherche absolument pas à créer une illusion, tout est à vue. Donc chaque fois qu'il en sera besoin, sans être maniacal, parce que ça devient tout de même perturbant, mais ils viendront s'agenouiller par terre, évidemment, et remettre en ordre les manches du chité, si elles sont légèrement en désordre après un mouvement, ou bien réaligner les rubans de la perruque s'ils ne sont plus bien superposés, ou bien prendre des objets qui ont été jetés. Par exemple, un guerrier pourra jeter son épée pour prendre l'éventail, il renonce au combat. Il faut aller absolument ramasser tout ce qui est sur scène, ça ne reste pas. Et l'assistant en scène principal est il sert aussi de souffleur. Alors malheureusement, comme il y a il y a des phrases de nos qui se retrouvent
très similaires ou identiques dans beaucoup de nos, parce que certaines sont des phrases convenues pour certains moments du no, tels que « tant je me suis hâté que me voici arrivé à destination », par exemple. Et donc, on peut être induit à se tromper de no en continuant. Et je l'ai noté, beaucoup d'acteurs, il ne faut pas exagérer, mais peut-être ceux qui sont installés aussi dans une certaine routine, et ça c'est agaçant, se trompent ou oublient parce qu'ils croient savoir, ils oublient. Donc, ils servent de souffleur aussi. Bon, il ne faut pas que ce soit très très visible parce que tout étant très immobile et très silencieux, c'est tout de même, très gênant. Mais plusieurs fois j'ai entendu ça. Donc il est souffleur. Et si le chité devait avoir un malaise et qui le force à ne plus continuer, il est évacué par cette petite porte que vous voyez là, qui a servi d'entrée pour le chœur. Le chœur entre par cette petite porte qui oblige à se courber pour entrer sur la scène, à se courber beaucoup même. Et c'est le chef des assistants qui doit continuer, au point où l'acteur qui n'est plus en mesure de continuer l'a laissé. Il continue sans mettre de masque, évidemment, mais un no commencé doit être terminé. Donc je racontais hier que c'est donc aussi cette forme rituelle. Je vous ai dit aussi hier qu'un no est représenté une fois et il n'y a pas une semaine de représentation avec le même no tous les soirs. Ça n'a jamais été possible, même quand il y a une tournée à l'étranger où ça oblige malgré tout, pour limiter les frais, le cast, les bagages, à répéter le même no. Les acteurs essaient d'introduire une variation parce que certains no ont la version standard qui doit être faite en général avant de passer à certaines variations qui s'appellent kogaki, c'est-à-dire petites écritures, c'est-à-dire ce qui était écrit en petit à côté du livret de no. Et donc, ils essaient d'introduire des variations qui peuvent impliquer une variation de masque, parfois un changement de sexe pour certains dieux, donc le dieu ou démon. Donc, il y a la forme féminine, la forme masculine, ou bien un changement d'âge aussi, par exemple pour un no qui a comme chité un renard divin, un renard qui est un messager divin et qui vient aider un forgeron à forger une épée sacrée pour l'empereur. Il y a la version standard qui est la version jeune. Alors il apparaît sous sa première forme pas comme renard mais comme jeune disciple, comme jeune adolescent. Et dans la deuxième partie, c'est un renard avec une perruque rouge, flamboyante, orange vif, énorme. Et il y a la version vieux renard. Et donc, il apparaît comme un sage, un artisan sage, mais divin en même temps au début, et donc avec un masque de vieillard. Et dans la deuxième partie, il a une perruque blanche. Voilà. Donc voilà, il y a toutes ces variations. Alors, pour continuer, je vous ai expliqué hier que le waki, qui était toujours un personnage vivant et qui souvent voyageait, en général, il ne fait pas beaucoup de mouvements. Et donc moi, quand j'ai commencé le no, je me disais, mais comment peut-on avoir envie
d'étudier les rôles de waki. Mais les waki peuvent être extrêmement importants parce que c'est tout de même un regard latéral qui tantôt est extrêmement passif, c'est-à-dire qu'on doit considérer qu'il dort, mais même dans son rêve, il y a des moments où il doit y avoir un contact visif avec le shité, même quand il ne se parle pas. Mais évidemment, quand il se parle, il y a aussi cette fonction. Et puis, il existe tout de même des rôles de waki qui sont extrêmement dramatiques, extrêmement importants. Peut-être dans les nœuds de la 4e catégorie, dont je vous ai dit hier que ce sont des nœuds du monde réel, donc dans lesquels le déroulement temporel est un déroulement normal, et dans lequel il y a souvent des sentiments humains plus concrets et plus dramatiques que dans d'autres catégories de nœuds où le personnage principal est un fantôme. Alors ici, le personnage principal est un fantôme parce qu'il a une perruque défaite, noire. Et donc c'est clairement un fantôme. Ici, à côté du waki, vous voyez, c'est un moine bouddhiste. On dirait qu'il a une mitre d'évêque, mais en fait c'est une sorte de bonnet en soie. Et il a 2 waki tsure, c'est-à-dire des compagnons du waki. Qui n'ont, en général, il y a des nœuds où ils ont des rôles particuliers qui sont distingués du waki, mais sinon c'est souvent seulement pour étoffer le chant et donner plus d'importance à un moine qui est peut-être d'une certaine position, ou bien pour manifester qu'ils sont plusieurs moines en voyage. Dans beaucoup de nœuds, on peut éviter d'avoir les compagnons du waki. Moi, quand j'ai fait le nœud Hagoromo, pour limiter les dépenses, j'avais un seul pêcheur, un pêcheur avec une canne comme ça qui revenait de la mer. Je n'ai pas eu de waki tsure. Bien, alors pour ceux qui feront le stage demain, eh bien ça pourrait être un exemple. Je vous ai parlé hier des 5 catégories de nœuds. Et ça, c'est clairement un nœud de la première catégorie. Et ça pourrait être une bonne représentation du personnage que nous utilisons. Enfin, c'est pas un personnage, disons du rôle que nous étudierons dans une danse très courte. J'ai choisi cette danse parce que le shité est un arbre. Et en général, quand on n'est pas encore très doué à l'école primaire, dans les représentations, on nous fait faire l'arbre. Et donc, en fait, c'est le dieu du pain, donc c'est un rôle extrêmement raffiné et certainement, mais c'est un nœud qui ne présente pas beaucoup d'intérêt dramatique. Les nœuds de la première catégorie qui commencent une journée, je vous rappelle les 5 catégories, donc nœud de Dieu, ensuite nœud de guerrier, ensuite nœud de femme, nœuds de la 4e catégorie qui est très composite et qui sont des nœuds du monde réel de toute façon. Il y en a aussi dans d'autres catégories, mais ça ce sont certainement des nœuds du monde réel ou bien des nœuds de folie, c'est toujours dans le monde réel. Des nœuds qui sont liés aussi à des thèmes exotiques pour les Japonais, qui sont la Chine. Et donc, en général, dans ces nœuds-là, la forme de l'éventail change. Au lieu d'être un éventail
pliant qui est une invention japonaise. C'est un éventail à manches. Et donc, voilà, les noms de la première catégorie, les noms de dieux et amis dit dans ses écrits, c'est bien parce que ça commence la journée avec quelque chose qui est une célébration, qui est de bon augure, dont les contenus doivent être gais, célébratifs, printemps, la mer est calme, le temps est beau, les arbres fleurissent, le pays est en paix, etc. Mais ils ne doivent pas avoir des contenus trop compliqués parce que les gens continuent à arriver, les personnes de qualité ne sont pas encore là et tout le monde peut être dérangé à leur arrivée et être distrait. Donc il faut quelque chose de pas compliqué mais en même temps qui est assez disons d'impact visuel. Et demain, nous l'étudierons. Ça aussi, c'est le début d'un no de la première catégorie. Et ces deux no, donc dans ces deux no par hasard, ces deux no sont liés donc à un personnage ancien. Et dans les écrits de Zeami, dans un de ses écrits, il distingue les diverses formes de position physique que l'on doit adopter en fonction de l'âge. Alors là, c'est le vieillard, évidemment, et il dit, il y a souvent des notations qui indiquent clairement que la gestualité du no était différente au moment de Zeami. C'était probablement aussi plus rapide, parce qu'on a des chroniques qui nous parlent de 40 no pendant une journée, donc je veux dire ça devait être beaucoup plus bref et beaucoup plus rapide. Et bon, sur le vieux, il dit bon, ils doivent regarder légèrement vers le ciel, parce qu'ils sont probablement parce qu'ils sont plus bas, donc ils doivent regarder vers le haut. La deuxième catégorie, donc là, ce sont des... Je vous en montre les caractéristiques, ce sont les no de guerrier. Et ici, donc, vous voyez certains éléments du costume. Ici, nous avons écrit en japonais Okuchi, la grande bouche, pour ceux qui pratiquent les Hanzi. Cela fait allusion à la forme de la hakama. Donc c'est une version plus grande de ce que j'ai, de cette sorte de jupe-pantalon, qui a derrière un tissu extrêmement rigide, qui a des sortes de baleines tissées à l'intérieur. Autrefois, on utilisait des tatamis, des nattes pour doubler le tissu. Donc moi j'ai un vieux costume qui a une natte. Et voilà. Et puis le hangiri, donc c'est le type de costume qu'il porte. Et ensuite, il est indiqué, vous voyez peut-être qu'il a une manche différente de l'autre. Il porte donc une espèce de grande veste dont il a enfilé une seule manche pour suggérer, comme vous avez vu dans les films de samouraï, qu'il est dénudé d'une partie pour pouvoir mieux travailler avec son épée. Et l'autre partie est enroulée, vous voyez, une partie du costume est enroulée et elle suggère un carquois pour les flèches. Ici, nous voyons une version, donc toujours dans les no de guerrier, donc deuxième catégorie.
Il y a très peu de noms de guerriers, hein. Il y en a 16 dans un répertoire qui, selon les écoles, peut changer, mais tourne autour de 200 ou 250. Il y a très peu de noms de guerriers par rapport à tous les autres noms, et ce sont, à part 4 noms, ce sont des noms de guerriers qui ont subi des défaites. Donc, ce ne sont pas des... Il y a seulement 4 noms de guerriers victorieux. Et ici, c'est un nom d'un vieux guerrier. Sur un vieux guerrier, c'est un épisode de la saga des Heike ou du clan des Taira, Heike Monogatari, dont je vous ai parlé hier. Un épisode dans lequel un vieux guerrier, il sait que cette bataille-là va mal se terminer, alors il se dit, ça sera ma dernière bataille, mais je ne veux pas qu'on voit que je suis vieux et qu'on m'épargne. Et alors, il s'habille de rouge aussi. Vous avez vu l'autre guerrier avait du rouge pour les jeunes femmes et hommes. Quand il y a du rouge, de l'orange, cela représente la jeunesse. Et quand ces couleurs sont absentes du costume, cela représente l'âge mûr. Et donc, il s'habille de manière très très colorée. Et il est tué par un adversaire qui est de son rang et de son niveau technique, disons. Et quand il lui coupe la tête, comme c'est la coutume pour la porter en trophée, et quand il va la rincer du sang dans la rivière à côté, dans la rivière d'Uji, les cheveux noirs avaient été teints et ils s'aperçoivent que c'est un vieux guerrier, ils le reconnaissent et ils sont eux aussi émus, etc. Voilà, il fallait y penser avant. Mais ici, c'est aussi une autre version, c'est toujours un eau de guerrier, mais vous le voyez avec la hallebarde. Et de sa perruque sortent les cornes de son casque, si l'on veut. Et c'est un eau dans lequel le fantôme d'un guerrier qui a été tué d'un guerrier toujours du clan des Taira, qui dans cette saga subissent défaite sur défaite et continue de fuir sans fin. Quand le général qui est la cause de leur défaite doit lui-même fuir en raison de la jalousie de son frère qui disait « il en fait un peu trop, il a accepté des titres sans me demander ». Il doit fuir aussi parce qu'il est menacé à son tour. Quand il traverse la mer, il voit dans les vagues se dessiner les visages de ses ennemis et il doit donc lutter avec celui-ci. C'est un eau extrêmement acrobatique. Là aussi, c'est une forme. Vous voyez ici, donc, on le voit très mal, mais ceci représente la barque. Vous la voyez aplatie, c'est simplement un accessoire fait avec du bambou et recouvert de bandelettes blanches qui sert à représenter la barque. On a très très peu d'accessoires de scène en général. Et à côté, il est caché, mais il y a un acteur de Kyogen qui conduit la barque, qui n'est pas, dans ce cas-là, le Kyogen, vous le savez certainement, c'est le côté comique du no, entre deux no
dans les 5 catégories dont je vous ai parlé, on ne fait pas les no l'un après l'autre, ça serait impossible à supporter. Entre chaque no, et c'est aussi une règle syndicale d'ailleurs, il doit y avoir un kyogen. Donc, il y a donc 3 kyogen et 5 no si on fait une journée complète, ce qui est tout de même relativement rare maintenant. Mais à l'intérieur des no, parfois les acteurs de kyogen sont présents comme présence extrêmement réaliste. Ils parlent une autre langue que celle du no et ils ne sont pas forcément comiques. Non, enfin cela dépend. Ils représentent aussi, parfois ils font des danses extrêmement aériennes, ils représentent des dieux mineurs, ils ont des tout petits masques extrêmement intrigants. Ici vous voyez le tambour à baguette qui a les cris plus importants. Bon, ça c'était, voilà. Alors ceci c'est un no que je voulais vous montrer aussi parce que nous avons en scène un pain. Il y a au moins 2 no qui mettent en scène au centre de la scène en avant un pain. Et celui-ci, c'est un no qui est inspiré, qui est en fait une création, mais qui a 2 sources. Le Genji Monogatari, donc le dit du Genji, qui est, si l'on veut, c'est un roman, le roman du prince resplendissant, et dans lequel il y a beaucoup de chapitres qui correspondent tous à une relation du héros qui est un homme extrêmement séduisant et doué de beaucoup de qualités, ses relations avec plusieurs femmes. Et il y a, enfin c'est très très lointain comme source, mais on parle de un moment où il est exilé, parce que quand même il avait eu une relation avec une concubine du harem de son père, qui ressemblait beaucoup à sa mère, donc ça s'explique. Et il est donc exilé, et là, au bord de la mer, tout près de Kobe, si quelqu'un de vous est allé au Japon, à Suma, il a une relation avec la fille d'un nobliau du coin, et c'est une relation assez touchante de laquelle naîtra une fille. Et la fille sera enlevée à sa mère pour pouvoir lui donner une éducation meilleure, que lui donnera probablement l'épouse préférée, même si ce n'est pas la principale, donc la concubine préférée de Genji. Et vous voyez une autre version de ce no-là. L'autre source, c'est un récit de Issei Monogatari, qui est lui aussi, ça c'est sur un poète qui a lui aussi beaucoup de relations amoureuses, et c'est les récits, contrairement au dit du Genji, qui est un roman à tous les effets, enfin un roman avec des stratifications compliquées, des liens karmiques et des liens familiaux très intéressants. L'Issei Monogatari, ce sont des petits récits très courts pour justifier les poésies à l'intérieur. Et donc l'on parle de la relation d'un poète, lui aussi exilé, pour une relation avec une impératrice, etc., qui aurait eu une relation touchante avec des filles de pêcheurs. Et donc ceux-là sont 2 sœurs, une s'appelle Vent dans les pins, Matsukaze, et l'autre s'appelle Murasame, ce qui serait averse d'automne. Donc c'est le Shite et le Shitetsure.
Et pourquoi c'est intéressant? Parce que là, il y a tout de même des effets dramatiques intéressants. Parce que le tsure, à un moment, elles sont toutes les deux restent attachées, bien qu'elles soient mortes depuis des lustres. Elles restent attachées au lieu où elles ont toutes les deux été ensemble, les amantes de ce fameux poète pendant qu'il était exilé. Et quand arrive un moine qui demande l'hospitalité à ces fantômes pour passer la nuit sur ce rivage battu des vents, d'abord elles refusent et puis elles acceptent. Et c'est là que peu à peu elles racontent leur histoire. Ce sont des saunières, si on pouvait dire. Elles recueillent l'eau salée que l'on fait ensuite évaporer pour recueillir le sel. Il y a des images qui sont sur la vapeur, sur la déposition du sel, sur la cristallisation qui informent et se répètent à travers tout le No. Et à un moment, dans l'évocation de leurs souvenirs, Matsukaze dit c'est lui, je l'entends, je le vois. Et Matsukaze, le vent dans les pins, qu'elle prend pour sa voix, c'est aussi un homonyme, c'est le vent de l'attente. Alors quand vous cherchez des traductions en anglais, c'est facile parce que c'est pining wind qui représente bien les deux significations, l'homonymie. Et donc, d'abord, elle est habillée, là, les costumes qu'elle porte sont des costumes de travail, parce que les manches sont relevées, sont courtes, là. Et elle sera vêtue d'une tunique, d'une veste qui a été laissée en souvenir par le poète. Et donc là, dans ce cas-là, on parle de utsurimai, c'est-à-dire des danses de contamination, c'est pas possession, c'est danse de passage vers une identification ou de reflet. Et dans la dernière danse, il y a un geste dans lequel, quand on le fait en danse normale, il y a, en danse sans costume, dont je vous ai parlé hier, simplement, et à visage découvert, parfois avec seulement un cœur qui, dans ce cas, est au fond, est sans instrument, alors il n'y a aucun objet en scène. Mais dans le No, il y a vraiment le geste d'embrasser l'arbre qui est attendu par tous. Donc en voilà une autre version. Là, je voulais montrer un autre accessoire qui est le puits. Et là aussi, c'est une danse d'identification. Parce que c'est une femme qui a connu son mari enfant. Et tous les deux, enfants, ils se reflétaient dans le puits. Ça, c'est un puits. Au Japon, ils sont carrés, donc c'est un puits. Et vous voyez des pampas sur le côté parce que la saison est l'automne. Donc c'est aussi un fantôme. Et dans la deuxième partie, elle s'est vêtue comme son mari, qui était un noble, un aristocrate de cour, donc elle a la coiffe particulière de ce rang-là, et elle a aussi cette veste. Donc il y a une superposition aussi dramatiquement, on peut dire, de l'homme et de la femme. L'histoire, c'est que quand ils étaient enfants, ils comparaient leur taille qui grandissait en se reflétant ou bien en se comparant à la margelle du puits. Et puis, quand ils furent adolescents, elle se déclare en disant « pour personne d'autre que toi, je ne nourris mes cheveux, blablabla ». Ils se marient
Et au bout d'un moment, lui un peu lassé, il va regarder ailleurs. Et ça aussi, c'est le Ise Monogatari, toujours. Et puis dans le Ise Monogatari, on dit qu'un jour, il rentre chez lui et il voit sa femme triste devant son miroir qui regrette les temps passés. Et alors, depuis ce jour-là, il ne va plus chez l'autre femme, nous dit le Ise Monogatari. Dans le no, c'est un des no qui se termine mal, en fait. Parce que c'est un no assez intense. Là, il y a un moment de grand silence où elle dit c'est bien moi, mais quelle nostalgie ou quelle mélancolie. C'est bien moi, quelle mélancolie. Et à la fin du no, il n'y a pas de conclusion en général, même si c'est un récit lyrique, ou etc. Il y a une sorte d'apaisement à la fin. Mais là, c'est clairement le vent qui continue, le vent d'automne qui déchire les feuilles de bananier. Vous savez que les feuilles de bananier déchirées par le vent, c'est lamentable. Ce sont c'est l'effet même du déchirement d'une certaine façon. Et c'est le rêve a été brisé, le rêve a été déchiré, yume wa yabure. Et donc il n'y a pas de consolation dans ce no, contrairement. Donc vous voyez que parfois les sources, hier nous avons vu un tout petit prétexte qui a été développé en un no complet, qui est une réflexion aussi sur la mort ou comment se préparer à la mort. Je vous en ai parlé pour Yuya. Bon, elle se réconcilie pour vivre bien le moment présent, parce qu'elle n'a pas de choix, en fait. On ne la laisse pas partir. Mais la leçon de ce no aussi, c'est qu'en voyant toute la phase de la floraison et ensuite une averse impromptue, une averse soudaine qui fait tomber les pétales, qu'elle essaye d'arrêter avec son éventail et qu'elle le laisse tomber, elle est en quelque sorte en mesure d'accepter que quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler peut se passer et qu'elle doit s'y préparer. En plus de ça, le waki qui lui a dit non, c'est un curtre où tu es dans un état d'esprit faible, c'est une décision faible que tu prends. Agité, viens. Peut-être que lui, il a plus d'expérience et il sait bien qu'elle mettra 10 ou 15 jours à arriver dans son pays natal avec sa servante. En plus, elles sont deux femmes, elles voyagent seules. Et qui sait si sa mère sera toujours vivante quand elle arrive. Donc, il fallait qu'elle fasse son petit travail à Kyoto avant de partir. Voilà, à la capitale avant de partir. Il y a aussi cette lecture-là qui n'est pas évidente. Donc, voilà, dans ce no-là, en fait, se termine très mal. Yuya, ça se termine bien parce qu'il lui dit, bon, tu as fait une belle poésie, tu peux partir. Et elle dit, oh là là, je pars tout de suite avant qu'il change d'avis. Enfin, c'est dit plus poétiquement, mais c'est comme ça. Voilà, pour retourner à hier, c'est le moment où elle va faire, où les pétales sont tombés, où elle va les faire basculer. Ce masque-ci, donc, qui était... je vais vous en montrer un autre. Je ne sais pas j'ai pas regardé quelle heure il est, mais je vais... Le masque peut-être le plus connu du no. C'est probablement celui-ci. C'est le plus courant. Bon.
C'est un masque différent de celui-là. C'est le plus jeune, ça serait une jeune fille de 16 ans, 14 ans ou 16 ans, encore assez naïve. C'est un idéal de l'époque Heian, donc ils étaient assez type Rubens, disons. C'était un élément de l'époque. Si vous lisez À la cour du prince resplendissant, qui est un ouvrage d'un Américain, Ivan Morris, quand il vous parle du prince, quand il vous décrit ce que pouvait être le prince Genji, cet être merveilleux, ce prince raffiné, resplendissant, qui séduit toutes les femmes, enfin c'est très marrant, ils étaient assez bien en chair. Et Magojiro, en fait, c'est un âge, déjà, c'est vers 20 ans, et c'est donc une femme qui est un peu plus, qui est un peu plus avisée sur les choses de l'amour, donc sa bouche est aussi un peu plus ouverte, son regard aussi. Et Magojiro, en fait, c'est un nom d'homme. Et parce que ce que l'on raconte dans l'école Kongo, et qui n'est pas seulement l'école Kongo, ça se trouve dans les livres qui parlent de masques, c'est que ce serait un acteur de l'école Kongo qui avait perdu sa femme très très jeune. Et donc le premier Magojiro, ce fut lui qui le sculpta en souvenir de sa femme. Là, il faut que je retourne à la présentation. Excusez-moi, il faut que je... Voilà, après les nodes de la deuxième catégorie, nous passons à la quatrième catégorie qui sont les nodes de folie. Où nous voyons, là nous avons un autre type de masque que je n'ai pas ici. Qui est un masque de femme mûre. Il s'agit là d'une mère à la recherche d'un enfant qui a été probablement kidnappé par des marchands d'esclaves souvent. Et donc ces femmes-là partent à la recherche de leur enfant, elles ont perdu la raison. Ou si elles n'ont pas perdu la raison, ça peut être une interprétation, elles miment de toute façon la folie, parce que la folie est intéressante dans toutes les sociétés, disons, traditionnelles et féodales. La folie était un élément d'intérêt. Et donc en mimant la folie, en dansant des danses folles, dans le no, ça n'est jamais extrêmement perceptible si vous n'avez pas les codes. Elles recueillent de l'information parce qu'elles attirent le public et elles peuvent recueillir l'information pour trouver leur fils. Et donc ici, nous voyons un no c'est toujours dans la catégorie des no de folie, et ça c'est un no extrêmement fameux, qui a été écrit en fait par le fils aîné de Zéami, qui est mort très jeune. Et c'est une femme qui est partie à la recherche une femme de la capitale qui part à la recherche de son fils, et elle arrive à une rivière qu'elle doit traverser, Sumidagawa, et il y a tout un échange avec le passeur. Il y a une barque, comme nous avons vu avant, et elle entend des sons d'un requiem de l'autre côté de la berge. Et alors elle demande au passeur des renseignements. De quoi s'agit-il? Et il lui raconte, oh, c'était un enfant... il était très gracieux, très faible. Les marchands d'esclaves l'ont laissé là, l'ont laissé sur la berge parce qu'ils ne pouvaient plus suivre.
il était malade, et les gens du village lui ont porté à manger pendant un moment et s'apitoyaient, et il est mort, et puis elle demande l'âge, enfin, et elle se rend compte que ce pourrait être son fils. Elle dit il était gracieux, c'était pas un enfant comme les autres. Et donc ce que vous voyez derrière, c'est une sorte de tumulus qui est couvert d'un drap. Les branchages qui sont dessus symbolisent donc une tombe. Et à un moment de ce no, elle exécute une danse qui est un rite avec une petite clochette, elle récite un sutra. Et à un moment de l'intérieur de la tombe, on entend une petite voix fluette qui répond et qui chante en même temps. Et l'enfant sort à un moment et ils courent l'un vers l'autre. Lui, il part de là et ils courent l'un vers l'autre et sans changer de rythme, lui, il passe à côté parce que c'est un petit fantôme. Donc elle ne peut pas le prendre dans les bras et il sort par la passerelle. Voilà. Et alors là, Zéami, il semble qu'il n'était pas d'accord avec son fils. Il avait dit « Ah, moi, je ne ferai pas sortir l'enfant, c'est un peu trop réaliste ». Et son fils a maintenu. C'est documenté dans un des écrits. Toujours dans les no de la 4e catégorie, donc no du monde réel, ceci, ça pourrait être un équivalent, je suis désolée pour la qualité, c'est très peu visible, c'est un no du monde réel et le héros donc est un vieux guerrier qui a été exilé et qui vit retiré, et il est aveugle en plus. Et sa fille, qui ne l'a jamais réellement connue, parce qu'il n'avait pas pu s'occuper d'elle, part à sa recherche et le trouve. Et lui, il comprend à un moment que c'est elle, et il est tellement honteux de sa situation misérable qu'il prétend ne pas être lui d'abord, qu'il ne veut pas, qu'il nie tout. Elle réussit à le persuader, donc ils ont une rencontre et ensuite elle doit s'en retourner parce qu'il est tout de même en exil, elle ne peut pas rester à s'occuper de lui, je suppose. Et donc... Et lui, oui, mais il l'avait pas connu, hein, donc il avait très peu connu. Et là, c'est le salut qu'il fait de sa cabane quand elle s'éloigne. Alors, avec les masques de no, en fait, on ne voit rien de ce qui sert. Bon, moi qui suis très myope, avec un masque de no, comme c'est d'abord les yeux, on adapte son œil le meilleur, parce qu'on ne peut pas regarder à travers 2 trous de serrure à la fois, c'est pas possible. Vous avez vu tout à l'heure que c'est tout de même assez petit, je vous le montre de l'autre côté. Voilà. Et donc, on s'adapte sur l'œil le meilleur. Et donc, si on se fie beaucoup sur ce que l'on voit, moi par exemple, probablement, j'aurais tendance à croire que c'est ça, la ligne droite. Il y a des déviations qui se créent par rapport à 2 yeux qui travaillent ensemble. Et en plus de ça, bien sûr, quand on adapte le masque, quand on met le masque, on vérifie certaines hauteurs, mais on ne voit pas les bords de la scène. Et pourtant, il est très important d'utiliser tout l'espace. Si on veut être sûr de soi, on peut se limiter, mais on fait un no tout étriqué,
qui ne respire pas, qui n'a pas d'ampleur, qui manque de rythme. Donc il faut essayer d'utiliser le maximum, mais c'est plutôt une mémoire intérieure qui travaille. Parce qu'en général, en plus de ça, on n'a jamais l'occasion, à part le seul filage qu'on fait quelques jours avant le no, on n'a jamais d'occasion de pratiquer sur la scène qu'on utilise. Ce sont des espaces qui sont légèrement différents, qui n'ont peut-être pas de colonnes, qui n'ont pas de passerelles non plus. Donc il y a quand même des risques qui restent, et c'est voulu dans le no. Et évidemment, et on ne voit pas sur les côtés, on ne voit pas en bas. Bon. Ce qui sert à s'orienter, c'est le pilier que vous avez vu entre les deux faces, disons, de la scène, la face du waki et la face, disons, frontale. Ce pilier-là est important au cas où on perd la notion, quand on tourne beaucoup, c'est tout de même important. Mais avec les masques d'aveugle, on voit beaucoup mieux. Bon, parce qu'ils ont des fentes plus larges, donc on voit sur les côtés, on voit en bas souvent parce qu'ils sont tournés vers le bas. Je pense que j'en ai un là, donc je vais vous le montrer. Ça, c'est une histoire assez touchante. Je viens d'étudier la danse sans le no. Et c'est un jeune garçon qui en raison des calomnies, son père a cru les calomnies du voisinage et l'a chassé de chez lui. Et lui, du chagrin pour l'injustice et tout, il a tellement pleuré qu'il en a perdu la vue. Et son père, normalement les no de la recherche de l'enfant sont des no où la mère est le chité, et là c'est son père qui part à sa recherche, mais c'est lui le chité. Le père est un chité tsure qui part à sa recherche, ou peut-être un waki au fond, je me souviens plus bien. Bon, enfin. Et il part à sa recherche et il le trouve dans un temple qui est en train de danser. Donc ils sont réunis et il le ramène chez lui. Donc ça finit bien. Ce n'est pas, c'est assez réaliste et on voit que c'est tout de même un enfant du peuple. Il y a un autre masque que je n'ai pas parce que je ne peux pas en avoir beaucoup. Ceux-là m'ont été prêtés, disons, par mon enseignant, mon maître de no, qui m'enseigne le chant, la danse, etc., mais qui est aussi le seul acteur de no à l'heure actuelle qui est aussi sculpteur. Et il y en a un autre qui est très très beau, qui est un prince aveugle que l'on va perdre comme un petit poucet. Il est conduit dans la forêt parce que c'est un malheur, c'est un signe de mauvais augure, un fils aveugle. Et ce no en particulier a inspiré un passage de Lan, parce que c'est un no entre un frère et une sœur. Là aussi c'est l'aveugle, c'est sa sœur qui est une princesse et qui est devenue folle. Elle parle de ses cheveux qui sont renversés, et elle est consciente de sa folie. Elle part à la recherche de son frère après que lui, et ils ont une brève rencontre aussi. Voilà. Voilà, la voilà. La voilà, c'est la sœur
du prince Semimaru. Sa folie est exprimée aussi par le fait qu'elle est en partie dénudée. Ça veut dire qu'elle a cette partie du corps qui est nue, si l'on veut bien. Et le type de bambou qu'elle tient dans sa main au lieu de l'éventail, dans ce cas, est typique des personnes folles, des femmes folles. Est-ce qu'on a aussi des hommes? Alors il y a aussi oui, il y a très peu de nœuds de folie d'hommes, mais ils n'ont pas le bambou. Il y en a quelques-uns, mais la folie des femmes est plus esthétique et plus belle à voir. C'est pour ça qu'il y a plus de nœuds de folie de femmes. Ceci, c'est le nœud particulier dont je vous parlais. Et donc, vous reconnaissez peut-être le costume que vous avez vu tout à l'heure quand l'ex-chef de mon école saluait le masque. Et là, il a Magojiro, le même masque que vous avez vu tout à l'heure pour Yuya. Ça, c'est un masque très précieux. Ce n'est pas celui qu'a sculpté Magojiro. Mais c'est une autre version, également très ancienne. Et vous voyez qu'il est porté légèrement vers le haut. Enfin, c'est la photo aussi qui veut ça, mais donc c'est l'exaltation, elle, dans son délire. C'est un eau extrêmement acrobatique, donc c'est... Il y a très longtemps, une petite fille dont on se moquait parce que chaque année, Kiyohime, chaque année, c'est une légende de la région, chaque année, un moine qui faisait un pèlerinage, un jeune moine, passait une nuit dans la maison de ses parents et on lui disait « Quand tu seras grande, tu te marieras avec lui » parce qu'elle aimait bien jouer. Et alors, quand elle devient adolescente, une fois, la nuit, elle se présente dans sa chambre et elle dit « Maintenant, je suis grande, voilà ». Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et lui, absolument épouvanté, il s'enfuit. Elle le poursuit, il traverse une rivière, elle se transforme en grand serpent, elle boit la rivière pour la traverser, et lui, il va se réfugier sous la cloche dans un temple. Les moines ne savent pas où le cacher. Il le cache dans une cloche qu'on avait préparée pour la hisser, sous la cloche. Et elle arrive subrepticement, et dans le nœud, même si elle est immobile, on imagine très bien un serpent qui rampe lentement le long des marches de l'escalier qui conduit au temple. Et quand elle arrive là, elle réussit à persuader de toute façon les auteurs, les acteurs de Kyogen, qui sont les gardiens de la cloche, à qui l'abbé a dit « Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a la bénédiction de la cloche, alors ne laissez entrer aucune femme. Hein, vous avez bien compris, si on a bien compris. Vous avez entendu hier aussi l'exclusion des femmes autour du masque de Okina. De toute façon, il n'y a jamais beaucoup de femmes dans les coulisses d'un théâtre no, mais il y en a, si elles sont professionnelles. Eh bien là, il dit, vous avez bien compris? Oui, on a bien compris. Puis ils font la sieste, ils s'endorment, et puis elle arrive, elle dit, mais oui, mais moi c'est pas pareil, je suis une femme, c'est vrai, mais je suis pas pareil, je voudrais danser une danse en l'honneur de la cloche, je vous dérangerai pas, je resterai pas longtemps. Bref, elle reste là, ils se rendorment, et au bout de sa danse, il y a des assistants en scène qui ont une corde, la cloche est suspendue au milieu, à un anneau au milieu du toit, et
elle est faite d'une sorte de structure de bambou recouverte de soie, mais ce qui est dessous, c'est un cercle de plomb. Et à un moment, elle exécute une danse extrêmement rapide à un moment, et puis elle doit vérifier, dans notre école, c'est de côté, le chité vérifie un bord, touche un bord de la cloche, et ensemble, le chité doit sauter dedans, pas trop, sinon, bon, ça se verrait, et les assistants doivent faire tomber la cloche d'un coup. Et là-dessus, à l'intérieur de la cloche, l'acteur doit se changer. Il doit changer de masque et changer en partie de costume. Hein? Pas beaucoup, hein, pas beaucoup, parce que c'est vraiment comme ça. Et c'est pas très très haut. Il y a des poches, hein, il y a des poches et un petit miroir. Il y a aussi une possibilité de voir un peu par transparence. Il doit changer une partie de costume, et oui, il y a une partie, c'est pas énorme, hein, parce que bon, c'est à ça aussi que servent les interventions de Kyogen. Après, ils se réveillent, ils font des cabrioles sur la scène en disant « Oh là là, qu'est-ce qui est arrivé c'est terrible », et puis tout se raconte, etc. Et ensuite, quand la cloche se soulève, elle est transformée en démon. Bon, alors nous verrons. Ici, vous voyez la partie, vous voyez donc un des assistants en scène qui tient la cloche, il y en a un autre à côté, très certainement. Et il y a une grande partie qui est vraiment où il y a seulement le tambour d'épaule qui joue, et selon les écoles, dans l'école qui joue à Kyoto avec mon école, les cris sont brefs et pas tellement, enfin ils sont pas si percutants que ça, mais il doit y avoir une parfaite syntonie qui passe, qui est créée on ne sait comment, parce qu'il y a le tambour d'épaule, enfin, oh. Et puis il y a des minutes et des minutes entières d'immobilité. Et puis à la fin, la danse rapide, et il entre sous la cloche. Donc c'est un de ces moments. Et là, on ne le voit pas très bien, mais il y a un geste, nous apprendrons à faire le pas glissé, mais dans ce nœud, il y a de manière voulue, un écart entre le pouce et les autres doigts, comme pour mimer une tête de serpent et un mouvement comme ça, rampant du pied, qui prend de l'importance avec un pied chaussé de blanc. Voilà, vous envoyez une version, ce n'est pas la version standard, c'est une version, il a changé, le chité a changé de masque pour un masque de démon, et il a une perruque énorme. Il a aussi, c'est une version dans laquelle c'est un démon vraiment exaspéré. Ici, c'est un eau, ce n'est pas ce n'est pas Dojoji, mais c'est pour mieux vous montrer le masque. C'est un autre no, c'est le même masque que Dojoji. Vous voyez cette partie du costume, là, c'est un costume de dessous, ce n'est pas un vêtement de dessus. Et le dessin est celui des écailles d'un serpent. La perruque blanche indique qu'il s'agit probablement
d'une eau qui s'appelle Kurozuka, qui serait la butte ou le tumulus noir, qui est le nom qu'on donne dans mon école et dans une ou deux autres, et qui s'appelle Adachigahara, probablement la lande de la désolation, qui a donné le titre à un recueil de traductions de No que j'avais dans ma bibliothèque, mais que je n'ai pas lu parce que je l'ai prêté avant de le lire et il ne m'est jamais revenu. Et donc là, le personnage est une vieille femme. Si vous avez vu ou si vous avez l'intention de voir Le Trône de sang, je pense qu'il est libre sur YouTube, qui est la version Macbeth de Kurosawa. Vous trouverez des allusions parce que le personnage qui remplace les trois sorcières est inspiré à la première partie de ce No. C'est une vieille femme rouée toute seule. Et là, dans le No, elle se plaint de l'extrême misère, du froid, etc. Et elle doit accueillir pour la nuit. D'abord, elle refuse. Elle dit « Il fait trop froid, je n'ai rien à vous offrir, je n'ai même pas de bois. » Donc, elle refuse d'abord d'accueillir des moines qui ont froid et qui doivent passer la nuit sur la lande de la désolation. Et puis, elle finit par accepter en leur disant « Bien, bon, je vais chercher du bois. Mais en m'attendant, ne regardez pas dans ma chambre. » Alors les moines qui sont très sages, eux ils obéissent, ils s'endorment un petit peu, mais l'acteur de Kyogen qui est leur serviteur et qui les accompagne, il va voir dedans et il sort en hurlant, il les réveille en disant c'est plein de squelettes et de comment on dit, de crânes, etc. Et vous trouverez une scène comme ça, un tumulus de crâne aussi après la femme rouée dans le trône de sang. Quand il retournera, quand Macbeth retournera avec Banquo. Toujours un eau de démon pour vous montrer un autre type de masque que personnellement j'aime beaucoup. Ça c'est un énorme oiseau et c'est un eau particulier. Ici en revanche nous avons un eau qui pourrait être aussi bien de la première que de la 5e catégorie parce que les catégories dont je vous ai parlé sont aussi relatives. On peut décider de faire changer de catégorie. C'est donc un masque. Le masque d'une divinité qui court, motif pour lequel la bouche est comme ça, comme on voit certains joggers très éprouvés, avec les yeux qui sortent. C'est l'effet de la course. Et donc c'est le dieu renard qui vient aider un forgeron à forger l'épée. Et donc c'est la version du vieux renard, il a la perruque blanche. Voilà, bon. Alors ça, je retourne au masque. Ceci, c'est le même type de masque que celui que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est un masque extrêmement célèbre, Yuki no Koomote, qui veut dire ce masque Koomote, c'est le nom du masque. Koomote de la neige. Il y avait 3 masques, neige, fleurs et lune. Et un a été perdu. Yuki n'était pas de Congo, mais l'école Congo l'a acquis et c'est certainement le maximum des Koomote. Les masques, alors, comme au Japon à l'époque Edo, tout le système a été bouclé, mis dans une structure que l'on ne pouvait pas changer
C'était une société extrêmement surveillée, où on ne pouvait pas changer librement de métier, on ne pouvait pas changer librement de résidence. C'est ce qui a peut-être sauvé d'une certaine façon certains arts traditionnels, dont le no. Mais il y a eu des catégories fixes et il fallait le permis pour tout. Donc, à partir de l'époque Edo, il n'y a plus eu de masques très créatifs, alors que dans les époques précédentes, on trouve des variantes extrêmement intéressantes. Et donc, tous les masques qui ont été faits après sont des masques, ce sont des copies. Alors ça nous pose un problème, à nous on dit mais alors où est l'expression artistique puisqu'on copie? Eh bien on s'aperçoit que la copie, ça n'est jamais une copie, il y a toujours du soi dedans. Et donc c'est une façon de travailler de toute façon, hein, pour conserver tout en continuant à faire vivre quelque chose. Et bon, c'est valable pour la tradition, toute la tradition en général. Quand vous lisez le no, c'est transmis de génération en génération, immuable jusqu'à nos jours. Bon, c'est une vérité un peu pauvre. C'est peut-être vrai d'une certaine façon, mais c'est absolument faux. Moi, c'est une tradition orale. On n'étudie pas sur des textes, on étudie par imitation d'une voix, imitation d'un corps, et ensuite on travaille beaucoup tout seul. Donc tout se transforme. Moi je l'ai vu sur 30 ans, j'ai vu des transformations que de temps en temps j'attribuais à mon maître de no. Je me suis dit, oh tiens, pourquoi il fait ça? Ben, il a pris des libertés, tiens, il y a un pas en moins là. Et puis je m'apercevais en voyant les spectacles que toute l'école avait opéré le même changement, tous les autres acteurs. Et donc il y a des choses qui se transmettent, qui sont certainement des initiatives en général du chef d'école, mais qui se manifeste certainement à l'intérieur d'une vie professionnelle, donc d'une génération. En 30 ans, il y a des changements, et puis j'ai vu des changements énormes, et puis j'ai vu retourner à certaines choses, mais c'est avec de légers changements. Et comme je ne me suis pas limitée au no, parce que je voulais des vérifications, j'ai commencé à étudier il y a à peu près 25 ans la cérémonie du thé. J'étudie très lentement parce que je ne suis pas bonne. Mais là aussi, changement, on ne sait pas pourquoi, mais il y a des changements minimaux. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est ce qui maintient la tradition vivante aussi. Donc, c'est vraiment... C'est bien parce que c'est une tradition orale que ça change. Et d'ailleurs, si vous lisez dans une traduction de Cipher, donc en français, si vous lisez les premiers écrits de Zéami, vous voyez à la fin du chapitre, il écrit pour transmettre à ses fils, il écrit ses réflexions sur l'art de l'acteur, etc. Et il dit « Pour de plus amples informations, référez-vous à la tradition orale ». C'est donc exactement le contraire de notre habitude. Alors ça, c'est le masque dont je vous parlais, le Magojiro original. Il est extrêmement asymétrique. Les deux yeux sont extrêmement asymétriques et malheureusement, il n'est jamais plus porté en scène, parce que quand tous les acteurs de no ont perdu leur sponsor au moment de la réforme Meiji, quand la classe des guerriers qui les avait protégés durant l'époque Edo a été défaite, dépossédée pour retourner à l'aristocratie de cour et au système impérial. Ils ont vendu, beaucoup ont vendu, ils ont fait du bois d'allumage avec leur scène de no, et beaucoup ont vendu les masques pour rien. Et eux, ils les ont vendus à Mitsui.
qui était une grande avant la guerre, maintenant aussi c'est assez grand, mais c'est une banque surtout maintenant. Mais c'était un grand zaibatsu, donc un grand concern. Et ils font de temps en temps des expositions, mais même le Iemoto, le chef de mon école, qui l'a vu, je me souviens qu'il avait dit une fois, c'est vraiment un masque, quand on est prêt, c'est un masque qui parle, qui respire, mais il ne l'a jamais mis, et on le sort très peu. Moi j'étais à Tokyo une fois quand il y avait cette exposition de masques, et puis je décide d'y aller un jour et je me dis oh non, là aujourd'hui j'aurai pas assez de temps, il vaut mieux que j'y aille demain, j'aurai plus de temps pour tout voir. C'était les trésors de Mitsui, il y avait aussi des bols etc. Et j'arrive, ils avaient à peine changé tout. Ils avaient changé, c'était le début de la deuxième partie de cet événement, ils avaient changé tous les objets, donc je ne l'ai pas vu. Voilà. Et tu sais, ça arrive dans des tas de musées, ça aussi. Oui, mais là, c'était mon masque. Je voulais le voir. Oui, j'aurais dû le jouer. Mais oui, mais je sais, mais je m'en voulais, j'ai été très stupide. Alors, vous avez vu une première scène de No, ça c'est la nouvelle scène de No du Théâtre Congo, et vous voyez qu'il y a des sièges comme ça, en velours rose, comme dans des... il y a aussi une espèce, c'est sans barrière architectonique, hein, donc... bon, moi j'ai du mal à regarder du No assise dans un fauteuil, assise par terre, pour pouvoir s'endormir un petit peu, respirer avec ce qui se passe sur la scène. C'était tout autre chose, mais il y a très peu de salles qui le font maintenant. Voilà, là vous le voyez, donc c'est une photo de la scène pour vous montrer un peu. Nous le voyons à partir de la place du cœur, on dirait, du cœur ou du waki, si c'est par ici. Vous voyez donc ici la colonne qui sert de référence pour savoir où on est sur la scène, parce que souvent on ne voit même pas le waki, même quand on est supposé lui parler, on ne le voit pas parce qu'il est assis trop bas, il est trop petit. Donc, vue de la scène, et donc vous voyez la disposition des sièges. Ça, ce serait la partie frontale, ça serait la partie le long de la passerelle, et cette partie en éventail qui a le pilier au milieu, ce sont les places moins chères, mais je les trouve très intéressantes aussi. Je les préfère aux scènes frontales. Voilà. Bon. Ici, donc, je vous avais montré hier un No aux torches, une partie de No aux torches. C'était une scène toute plate au niveau du gravier pour vous montrer que tout de même, il y a dans le No ce composant qui est d'une représentation provisoire, c'est une seule fois, c'est bien quand c'est à ciel ouvert. Et ici, c'est une version avec tout de même une scène surélevée, et vous voyez les feux allumés. Alors quand les feux ont été allumés, alors quand la pluie menace, on peut décider d'annuler la représentation en complet avant avoir allumé les feux. Si on a allumé les feux, même s'il commence à pleuvoir un tout petit peu, il faut quand même faire quelque chose, un minimum. Donc, en général, on fait des No, il y a en général une cabine de régie, et donc on fait des No où on raccourcit tout. Ça peut commencer par
La phrase d'entrée, je suis un moine qui voyage dans les montagnes de Yoshino. Comme je n'ai jamais vu les cerisiers en fleurs de Yoshino, j'ai décidé de voyager en cette saison. Et puis on arrive directement à la danse finale parce que la pluie menace. Mais un eau commencé doit être fait. Voilà. Oui.